Parlons de la méditation. On ne peut pas expliquer ce qu'est la méditation, tout comme on ne peut pas décrire le miel à quelqu'un qui n'en a jamais goûté. On peut aussi expliquer scientifiquement les couleurs à un aveugle de naissance, mais il ne les comprendra pas puisqu'il ne peut pas les voir. Il en est de même pour la méditation profonde. Elle se vit, elle s'expérimente de l'intérieur. Pourquoi méditer ? Certains viennent à la méditation parce qu'ils ont pris conscience qu'ils vivent dans beaucoup d'agitation, qu'ils expérimentent incessamment trop d'émotions, qui les perturbent ou qu'ils se reconnaissent tout simplement stressés. Aujourd'hui, la méditation a le vent en poupe, notamment grâce à la méditation pleine conscience, qui a réussi à intégrer le milieu médical ainsi que le milieu professionnel. Certains y viennent aussi à la méditation mus par un ardent désir spirituel. Donc c'est une autre approche. Les motifs sont donc multiples, mais l'expérience méditative, elle répond aux besoins de chacun. Ça c'est intéressant, car les effets de la méditation sont avérés. Même si le mental n'est pas parfaitement concentré, parce que c'est pas simple la concentration, le simple fait de rester immobile procure un intense bienfait physique. La méditation est un bain de paix pour le corps. Elle calme aussi toutes les cellules et ralentit le processus catabolique. En calmant le mental, la méditation permet de canaliser l'énergie au lieu de la disperser et améliore l'état émotionnel. Elle agit aussi subtilement sur les centres d'énergie qu'en yoga on nomme chakras. La méditation améliore aussi la concentration, elle aide à avoir les pensées claires, à prendre du recul et à relativiser les choses de la vie. In fine, le fait d'être plus serein influence favorablement les choix du quotidien. La méditation, c'est aussi une expérience du présent. La méditation consiste à rester dans un état de conscience. La conscience, c'est maintenir la présence à soi, sans fuite mentale vers le passé ni vers l'avenir, sans jugement aucun. La méditation se passe profondément dans le moment présent. Mais qu'est-ce que c'est que le moment présent ? C'est un moment si bref, si ténu, entre le passé et le futur. Au moment où je parle, il est déjà passé. Ce que je disais il y a 5 minutes n'existe plus dans le présent. Le passé demeure le passé pour toujours et le futur n'existe pas. Pas encore. De ces quelques réflexions, les rishis, sages de l'Antiquité indienne, ont conclu que le temps est une illusion. Le temps est relatif, il n'existe donc pas dans l'absolu. Rishis et yogis disent que la méditation est une expérience au-delà du temps, de l'espace et de la causalité, c'est-à-dire de la logique, au-delà de la logique qui fonctionne avec les notions de cause et d'effet. La méditation conduit à faire l'expérience profonde de l'être-té, du « je suis » dans un maintenant éternel. Comment cela est-il possible ? Lorsqu'il n'y a absolument plus de pensée dans le mental. Mais comment arriver à ne plus penser ? Si je veux ne plus penser, ce désir est déjà une pensée. Comment méditer en quelque sorte ? Au tout début de cette vidéo, je vous expliquais que la méditation est une expérience indescriptible. Alors pourquoi en parler ? Parce qu'il est possible d'apprendre les techniques qui aident à rentrer dans cet état, à aller progressivement vers cette expérience. Rappelez-vous toujours ceci, la méditation est un état, tout comme le sommeil. Et on ne peut pas apprendre à dormir. On peut juste expliquer à quelqu'un les bonnes conditions pour favoriser le passage vers l'état de sommeil. En fait, des aliments qui favorisent le sommeil, les activités tranquilles le soir, l'obscurité, le fait de s'allonger. Il en est de même pour la méditation. On peut apprivoiser la détente profonde, le lâcher-prise d'une part, et découvrir les pratiques de concentration d'autre part, les approfondir. Ce sont 2 portes d'entrée qui vont favoriser l'état de méditation. Donc on ne peut pas apprendre à dormir, mais il est possible d'apprendre les bonnes conditions du sommeil. Je vous rappelle
comme je l'ai dit sur une autre vidéo, que la relaxation et le yoga nidra sont bénéfiques pour l'équilibre psychique et pour la santé. Ce sont des techniques qui viennent soutenir profondément la pratique méditative. La méditation requiert à la fois beaucoup de calme, un grand état de détente physique et psychique, ainsi qu'un grand état de concentration intense. En matière de méditation, il est utile pour commencer d'avoir une guidance. Il existe plusieurs approches de la méditation pleine conscience, les approches en yoga, la méditation zen, zen soto, vipassana, les écoles bouddhistes, il y en a de nombreuses, etc. Fondamentalement, j'aime regrouper ces approches en deux catégories qui se rejoignent à terme. D'une part, il y a les approches que je dirais réceptives, qui font pénétrer dans le présent et le ressenti à ce qui est, habiter l'instant présent. Le pratiquant observe le souffle, les pensées, les ressentis du corps, les pensées comme des nuages qui passeraient dans le ciel. Tout cela sans jugement. On cultive l'état de témoin, drashtar en sanskrit. On va par cette attitude calmer les pensées, entrer dans le silence intérieur et goûter profondément à cet état de réceptivité. D'autre part, il y a les approches de méditation active ou kriya, qui signifie action en sanskrit. Là, on met en place des exercices construits pour faire l'expérience du retrait des sens, de la concentration, puis de certaines qualités qui se développent alors, comme le calme, le silence, etc., pour enfin effleurer et peut-être entrer dans l'état de méditation. Sur yoga chez soi, au fil des mois, vous expérimenterez plusieurs techniques et pourrez ressentir celles qui vous conviennent le mieux. Mais quoi qu'il en soit, il est intéressant de pratiquer les techniques proposées de nombreuses fois pour expérimenter les différentes facettes de la méditation. Et vraiment, le fait de répéter ces pratiques pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, va vous permettre de goûter pleinement à leurs fruits. Les Yoga Sutras de Patanjali sont le texte clé du yoga. Ils expliquent très clairement que la méditation est une chose qui s'installe progressivement. C'est pour cela que les Yoga Sutras décrivent 8 parties, 8 membres du yoga, l'Ashtanga Yoga. On va les passer en revue pour bien comprendre la méditation. Les 2 premiers membres sont les règles et valeurs fondamentales, car il convient d'être en paix avec soi-même et avec les autres pour trouver le calme et la lumière en soi. Le premier membre du yoga, ce sont les yamas, qui consistent à respecter des règles éthiques fondamentales dans le monde et avec les autres, telles que la non-violence par exemple. Le deuxième membre du yoga, ce sont les niyamas, qui consistent à établir des règles éthiques saines de soi-même à soi-même. Des règles telles que la pureté sur tous les plans, donc le corps, la propreté, l'esprit, les pensées. Ainsi, il existe des techniques d'assises qui permettent d'observer notre état intérieur sans jugement, puis d'instiller certaines images ou des mantras ou certaines idées telles que l'on peut méditer sur des valeurs fondamentales pour se laisser imprégner par elles, comme cultiver la paix en soi par exemple, et puis accepter ce qui est, nettoyer en quelque sorte les parts les plus sombres pour révéler la lumière. Le troisième membre du yoga, ce sont les asanas. C'est la posture, l'assise méditative. D'ailleurs, le mot assise vient de asana. Il y a une grande importance à l'assise, l'attitude physique, la posture que l'on prend qui influe très directement sur l'état psycho-émotionnel. C'est avéré. L'école Zen Soto, par exemple, insiste particulièrement sur ce point. D'ailleurs, la pratique des asanas telles que nous les connaissons est intéressante en préalable de la méditation, car on délie les tensions et on renforce le corps qui acceptera mieux et plus longuement l'assise. Une fois le corps pleinement détendu et habité, il est plus facile de lâcher le monologue mental et de s'asseoir et de rentrer pleinement dans le silence de la méditation. Le quatrième membre du yoga, c'est pranayama,
qui signifie l'allongement du souffle, le contrôle du souffle. Or, on sait que la respiration et l'état émotionnel sont profondément liés. Si je calme le souffle, mon état émotionnel va lui aussi se calmer. Et c'est une clé fondamentale du yoga et des yogis. Le souffle contrôle aussi le niveau d'énergie. Plus le niveau vibratoire est élevé, plus on connecte aux sentiments élevés tels que la paix, la joie, l'amour. Si le niveau vibratoire est faible, si l'on manque d'énergie, on devient négatif, passif, l'envie de faire et même de vivre peuvent aller jusqu'à disparaître. Le contrôle de la respiration favorise la méditation, car la respiration influe très directement donc sur l'état mental. En calmant la respiration, on calme le mental et on participe à installer la concentration. Ainsi, de nombreuses écoles de méditation commencent la pratique avec le contrôle du souffle. La pratique préalable du pranayama, en tant que telle, toutes les respirations alternées et autres, favorise aussi grandement la méditation et ouvre les portes sur la dimension subtile de l'être. Certaines techniques que l'on nomme kriya utilisent le souffle pour aller vers la méditation. À ce titre, il y a par exemple les respirations des 5 vayus et les mandala pranayama que je propose régulièrement et aussi sur Yogamrita, Yoga chez soi. Le 5e membre du yoga, pratyahara, le retrait ou le retournement vers l'intérieur des 5 sens. Les 5 sens sont les portes d'entrée entre nous et le monde. Les sens ont tendance à disperser le mental, ils le poussent vers l'extérieur et à trouver satisfaction à l'extérieur, à agir dans le monde et à entretenir des désirs sensoriels qui en appelleront toujours d'autres. Grâce au concept de retournement des sens vers l'intérieur, pratyahara, les yogis ont trouvé de magnifiques techniques pour explorer l'assise. Ou encore, par exemple, il y a les Hasta Mudra, le Yoga Nidra, des techniques de concentration, de visualisation qui feront prendre pleinement conscience de la plénitude sensorielle que l'on peut retrouver à l'intérieur et qui, in fine, procure une plénitude sensorielle plus profonde que les sens physiques. On éradique ainsi la dispersion pour rediriger l'attention et les sens vers l'intérieur. On peut aller ainsi dans certains exercices, jusqu'à sentir, goûter, toucher, voir, entendre le silence, la lumière, le calme du monde intérieur. Ainsi, plusieurs techniques utilisent les sens à l'intérieur et elles sont favorables à la mise en place d'un état méditatif. Elles sont source de concentration. Citons par exemple la technique de Tratak, la fixation de la flamme d'une bougie ou d'un objet, puis ensuite la visualisation de cette flamme ou de cet objet les yeux fermés. C'est une pratique de yoga qu'on appelle un kriya. Avec ou sans visualisation, certaines autres méthodes impliquent l'utilisation de mantras, des syllabes sacrées et bénéfiques telles que Om, Soham, cela je suis, Om Namah Shivaya, ou encore d'autres mantras, visualisation, l'écoute des sons subtils intérieurs. D'autres méditations très universelles consistent à se relier à l'univers et à ses créatures jusqu'à ressentir l'expansion de la conscience et de l'amour. On peut méditer sur le thème aussi de la lumière universelle. Tout est onde, tout est vibration. Ou sur la notion de son primordial, le verbe, le logos, la vibration première qui sous-tend l'univers. En ressentant leur nature profonde et leur vibration en nous, puisque nous-mêmes faisons partie de l'univers. On peut aussi citer les pratiques de Nada Ana Sambhava. C'est l'écoute du son ou du silence à l'intérieur. Tout ça, c'est des techniques aussi que je souhaite expérimenter au fil des mois. Le 6e membre du yoga, c'est dharana, la concentration. Ce que l'on appelle dharana, s'étend sur une échelle qui va du retrait des sens, pratyahara, en passant par la concentration en tant que telle, pour aller se fondre ensuite dans les niveaux de méditation. Ce qui caractérise dharana, c'est la capacité à être ininterrompue. C'est l'étape indispensable vers la méditation.
Sans elle, pas de réelle méditation, mais un long monologue mental. Ce monologue, c'est une expérience au quotidien. On se sent libre dans ses pensées et maître de soi, soi-disant. Mais en fait, on est aussi en quelque sorte prisonnier, piégé par le mental, car il semble quasiment impossible de cesser le brouhaha des pensées qui tournent comme un petit vélo intérieur. Le sentiment du moi est une force qui pousse à entretenir les pensées. Le sentiment du moi, c'est l'ego, qu'on appelle ahamkara, qui signifie celui qui fait le je. La conscience individuelle, la conscience duelle. L'ego a besoin de la pensée pour survivre. Sans penser, l'ego n'a plus de sensation d'exister, et du moins c'est sa croyance. Le mental nourrit donc sa substance dans la pensée. La pensée, elle, se raccroche au passé, au souvenir, dans lequel l'ego trouve ses fondements, car sans souvenir, comment m'identifier à l'ego? Qui aurait la mémoire du moi? Et en fait, ça se prolonge, l'ego prolonge son existence parce que l'ego se projette dans l'avenir. Ainsi, l'ego puise sa réalité dans le temps, qui lui donne pleinement le sentiment d'exister. Le yoga, ou les yogas pourrait-on dire, propose d'innombrables techniques de méditation. Car toutes celles que j'ai citées depuis le début, que je parle des 8 membres du yoga, toutes sont des techniques de concentration. Lorsque l'on est totalement concentré à son affaire, pleinement concentré, par exemple, que ce soit en yoga ou dans un livre ou sur un bricolage, un travail, on perd la notion du temps. On n'entend plus les bruits environnants. On rentre dans ce monde intérieur, son monde intérieur. Les Yoga Sutras expliquent que si la concentration est maintenue sur la durée, elle se transforme en dhyana, la méditation. Nous arrivons donc au 7e membre du yoga. En dhyana, la méditation, on sort de l'espace du mental pour entrer dans un état de conscience beaucoup plus vaste. C'est l'expérience à laquelle on aspire en pratiquant toutes les techniques précédemment décrites. Là, on rentre dans quelque chose de plus grand, de plus fort, de plus puissant, mais aussi quelque chose de plus rare. On parle souvent de méditation, mais rares sont ceux qui expérimentent pleinement la méditation. La conscience du méditant ne fait plus qu'un avec l'objet de la méditation. Le temps, l'espace et la causalité disparaissent. C'est le début du grand voyage et de l'expansion de la conscience. Alors même que l'ego croyait que la non-pensée serait une grande dissolution, non-existence, le méditant devient bien plus présent et bien plus conscient. Il naît à une conscience beaucoup plus vaste. Il est en fait sorti des limites ou du cadre que l'ego lui imposait jusque-là. Le 8e et dernier membre du yoga, c'est samadhi, l'état de supraconscience, que l'on peut aussi appeler état d'union, d'accomplissement. On le nomme aussi parfois extase ou encore enstase, selon les terminologies. Il existe plusieurs stades ou types de samadhi. Ça, je n'en parlerai pas ici. Le samadhi survient lorsque l'état de conscience totale en méditation profonde se prolonge sur une certaine durée. Swami Vishnudevananda expliquait que tout le monde connaît le samadhi. Bon, enfin, c'est une façon de parler, d'extase. Mais en fait, le commun des mortels l'expérimente sous une forme flash de félicité ou d'intuition, du type 1/10 de seconde, pas plus. Mais c'est une expérience tellement forte, mais tellement courte aussi qu'on peine à l'identifier. Cependant, elle donne à chacun l'intuition du samadhi et le désir d'approcher la méditation profonde. Nous avons tous cette nostalgie. Le méditant avancé ou une personne ayant développé un haut niveau spirituel est capable de soutenir un état de supraconscience extraordinaire beaucoup plus longtemps, et c'est là que toute la différence se fait. C'est l'expérience ultime du yoga. On en ressort absolument transformé à tout jamais. Ainsi, par exemple, ceux qui ont connu Ramakrishna de son vivant disaient qu'avant qu'il ne fasse l'expérience du samadhi, son visage avait des expressions comme nous en avons tous. Le jour où il a connu l'état profond du samadhi, son visage a perdu toute expression.
jusqu'à devenir méconnaissable. Son visage affichait désormais la paix, le calme, l'unité, au-delà de tout ego. C'était comme une reprogrammation de tout son être, une renaissance dans un autre paradigme. Installer la pratique de méditation, est-ce chose possible? Oui, bien sûr. Si on a une envie sincère de mettre un espace de méditation dans sa vie, cela peut se faire, c'est certain. La méditation apaise, elle rend les choses plus claires, elle rend aussi plus heureux. Lorsque l'on inscrit la méditation dans sa vie, c'est inscrire un espace-temps que l'on y consacre. La méditation devient alors un rituel. C'est important de le faire à heure régulière si c'est possible. Ce rituel devient attendu et bienvenu. C'est un moment de retrait, un moment offert au silence, un moment d'espace pour la conscience qui usuellement est cadrée, confinée dans un train-train qui laisse plus de place au mental qu'à la pleine conscience. La méditation, c'est un moment de joie intérieure, dans un grand calme. Ici, sur Yoga chez soi, les propositions de méditation vont permettre de mettre en place une véritable sadhana de méditation, une pratique régulière. Et je vous invite à cette pratique, à installer cet espace régulièrement et aussi à répéter chaque méditation de nombreuses fois. Et là, vous expérimenterez combien à chaque fois c'est différent. Chaque moment est unique. Et c'est vraiment en répétant qu'on rentre et qu'on intègre pleinement une technique. La méditation, en fait, c'est rentrer dans l'émerveillement du moment présent, même si on répète toujours la même chose. Les assises peuvent durer quelques minutes, comme un avant-goût aux saveurs de la méditation. Avec la pratique et le temps, même les années, les assises deviennent naturellement plus prolongées, plus longues, plus profondes. Ceci dit, à rien ne sert de cabrer notre ami le mental, pour qui peu de méditation est souvent déjà trop. Une progression lente et régulière du temps de pratique est idéale pour apprivoiser le mental, sans le cabrer. Il se trouve que le mental s'adapte volontiers aux habitudes et la méditation peut réellement en devenir une. Pour terminer cette intro, j'aimerais vous partager un poème de Rabindranath Tagore. Il exprime dans ce poème la joie du rendez-vous intérieur. Le voici. L'heure est venue de m'asseoir tranquillement, en tête-à-tête avec toi, et te chanter pour consacrer ma vie dans ce silence qui m'inonde et qui me repose. Et juste pour conclure tout ce que l'on a dit, 2 mots, 2 phrases, une histoire tibétaine qui raconte. C'est le disciple qui demande au maître « Où allons-nous » et le maître qui répond « Nous y sommes ». Voilà, bonne pratique, bonne installation de la méditation. Namasté.